Chapitre 1 Un soir d'automne, au chenal du moine, quand les Beauchemins se préparaient à souper, ils ont entendu cogner à la porte. C'était un étranger, grand, jeune, avec un gros sac, qui demandait à manger. « Approche-toi de la table. Approche sans gêne, survenant, » a dit le père Didas. Avec un simple signe de tête, sans un mot de gratitude, l'étranger a accepté. Il a seulement dit « Je vais commencer par me laver les mains. » Après avoir jeté son sac dans le coin, il a enlevé sa chemise de laine à carreaux rouges et verts à laquelle il manquait un bouton. Il est allé vers la pompe et l'a activée avec tant de force qu'elle a commencé à lancer de l'eau hors de l'évier, sur le tapis, sur le plancher. Insouciant, l'homme a éclaté de rire. Mais les autres ne pensaient même pas à sourire. Encore moins Alphonsine, qui, fâchée du dégât, lui a dit « Vous savez pas comment faire. » Alors, d'une main agile, Alphonsine a activé la pompe et l'eau a commencé à couler doucement. L'étranger a d'abord trempé ses mains, puis il s'est baigné le visage et s'est inondé le cou et les cheveux. Les regards des autres suivaient tous ses mouvements. Ses gestes, pourtant familiers, semblaient nouveaux. Ensuite, il s'est installé à table. Alors qu'il attendait, Didas, étonné, a poussé. « Qu'est-ce que tu attends, survenant? On va pas te servir? » L'homme s'est coupé une large portion de rôti chaud et a pris 4 patates brunes qu'il a arrosées généreusement de sauce grasse. Des yeux, il cherchait le pain. Amable, hâtivement, s'en coupait une grosse tranche. Tout le monde autour de la table l'a imité. Le vieux Didas, qui avait le respect du pain, les observait avec mépris. Quand son tour est arrivé, il a raclé le couteau sur le bord de son assiette pour le nettoyer. Puis, il a découpé doucement un morceau de pain avec la lame bien propre. Tête basse, les coudes levés, sans parler, sans regarder les voisins, les 3 hommes du chenal du moine mangeaient avec un grand appétit. Il y avait Didas, son fils, Amable Didas, et Beaublanc, l'employé. À pleine bouche, il dévorait la viande et déposait les os sur la table. Parfois, un des hommes s'interrompait pour lancer un os à yeux ronds, le chien. Ou bien un autre trempait un morceau de pain dans un verre de sirop d'érable au milieu de la table. Ou encore, un 3e essuyait la graisse qui coulait de son menton. Seule Alphonsine semblait manquer d'appétit. Elle se levait souvent pour verser aux hommes un thé noir, épais comme de la mélasse. Contrairement aux hommes qui vidaient leur tasse grossière d'un coup, la jeune femme aimait boire à petites gorgées dans une tasse de fantaisie qu'elle ne remplissait jamais au complet. Après en avoir bu beaucoup, l'étranger a dit « C'est un bon thé, mais pas autant qu'un vrai thé de chantier. Ça, c'est un thé fort. » L'étranger a passé la soirée et la journée suivante avec les autres. Pendant qu'il aidait au travail, Didas a fini par lui demander « Resteras-tu longtemps avec nous? »« Quoi? Je resterai le temps qu'il faut. »« Alors dis-nous, quel est ton nom? Tu viens d'où? »« Mon nom? Vous m'en avez donné un. Vous m'avez appelé Venant. »« On t'a pas appelé Venant, » a corrigé Didas. « On a dit le survenant. »« C'est bon, » a repris l'étranger. « J'aime la place. Si vous voulez me donner à coucher, à manger et pourquoi pas à fumer, je resterai. Je vous demande rien de plus. Je vous servirai d'employé et appelez-moi comme vous voulez. »« Ouais, » a réfléchi tout haut Didas avant d'acquiescer. « À cette saison, c'est le temps de prendre un employé. La terre commence à avoir l'air négligée. »
Son regard de chasseur a tenté de pénétrer au plus profond du cœur de l'étranger, comme pour trouver son secret. Venant a échangé un regard avec Didas, qui lui a mis la main sur l'épaule. « T'es gros et grand, t'es solide et t'as pas l'air trop problématique. » Chapitre 2. Quand il est arrivé à la grange proche de la maison, Didas Beauchemin s'est redressé. Sans un mot, il a tiré sur les rênes et le cheval s'est arrêté, docile. Didas venait de labourer une partie de sa terre. Le regard vif sous d'épais sourcils, il s'est retourné pour regarder son travail. La terre était retournée en rangée bien droite. Malgré ses 60 ans, il avait encore l'œil juste et les bras forts. Il avait fait une bonne journée. Non loin, l'eau du chenal coulait, paisible et verte. Au nord, on pouvait voir un paquebot remonter le fleuve. Une dizaine de vaches, à la file, avançaient lentement sur la berge. Dans le ciel uni, un seul nuage se déplaçait vers l'est. Didas a levé la tête et a senti l'air tiède avec dédain. Ce temps mort ne lui plaisait pas. Il préférait la pluie, le vent, qui activent le sang des hommes et font peur aux oiseaux sauvages. Soudain, il a vu 2 hommes se diriger vers lui. Il a reconnu Pierre Combe Provençal avec Odilon, son plus vieux fils. Didas a lâché le cheval, qui s'est dirigé par lui-même vers l'écurie. Puis, il s'est appuyé sur la clôture et a commencé à fumer. Dans le coin, la plupart des maisons étaient loin de la rivière et de la route, pour prévenir les inondations. Celle de Didas, toutefois, était à portée de voix. Les Beauchemin pouvaient, à toute heure du jour, recevoir un mot, un salut, un signe d'amitié d'un passant. Même s'ils avaient peu de choses à dire, ils discutaient de l'eau haute ou basse, de la santé, du temps. « Hé, Didas !» Didas n'a pas bougé. Lui et Pierre Combe Provençal se boudaient. Ses 2 amis d'enfance, 2 voisins, se disputaient et se réconciliaient constamment. Mais depuis un mois, ils ne se saluaient même pas. Pierre Combe était maire de la paroisse et garde-chasse. Plusieurs fois, il avait averti Didas de ne pas chasser en période interdite. Récemment, il l'avait même menacé de lui donner une amende. S'il pensait qu'il pouvait tout décider dans ce pays. « Didas, est-ce que c'était ton cheval tantôt attelé à la charrue ?» De son parler bref, Didas a répondu « Ouais, pourquoi tu veux savoir ça? » « Parce que si c'est ton cheval, je te dis qu'il est pas ben fort. Je te l'emprunterai bien comme décoration. » Il n'en fallait pas plus pour qu'ils redeviennent amis, compagnons. Didas a réprimé un sourire. Alors que la compagnie du voisin s'éloignait, il a pensé. « C'est Provençal qui m'a parlé le premier. J'ai l'avantage maintenant. Je vais pouvoir chasser quand je veux. » De son côté, Pierre Combe Provençal était rempli d'orgueil. Cela avait été facile, et il s'était assuré le vote des Beauchemin et de tous ceux qui les respectaient. De nouveau, il serait maire aux prochaines élections. Il s'est retourné et a regardé la terre des Beauchemin. Ses yeux étroits comme ceux d'un renard en mesuraient la richesse. 27 arpents par 2 arpents, plus ou moins. Les champs gris, uniformes, fraîchement labourés, étaient grands. Le soir, on les voyait à peine. Pierre Combe savait que bientôt, le sarrasin, le foin et l'avoine produiraient de nouvelles récoltes. Sur la terre voisine, de même grandeur, vivaient David Desmarais et sa fille unique, Angélina. Pierre Combe pensait à ses 4 garçons, pas encore mariés. Un peu rebelle, la fille à David Desmarais. Pas agréable à fréquenter. Pas très belle en plus.
et plus âgée que les autres célibataires de la région, mais travaillante comme il s'en voit rarement. Quand une fille sait travailler, pourquoi un garçon regarderait-il la beauté? Le fils de Pierre Combe Provençal a interrompu ses réflexions. « Vous trouvez pas que le père Didas se fait vieux? »« Bah oui, il a beau s'appeler Beauchemin, il est vieilli comme tout le monde. » Puis il s'est ressaisi. Didas et lui avaient le même âge. Il venait d'y penser. En tout cas, c'est pas la vieillesse, c'est sûrement la préoccupation. En effet, le père Didas n'avait pas d'héritier pour sa terre. Amable Didas, le fils unique, était faible et maladif. Pierre Combe a pensé à ses garçons. Odilon, Augustin, Vincent et Joinville étaient tous les 4 robustes, vaillants et forts. Il a souri de fierté. D'un pas lourd, Didas allait vers la maison. Un perron de 5 marches étroites et raides conduisait à la porte d'en avant. Mais personne ne l'utilisait, sauf dans les grandes occasions, pour un baptême, un mariage ou un décès. L'été, les hautes herbes cachaient la première marche du perron. Un petit chemin de terre menait à la porte arrière. Depuis la mort de Mathilde, sa femme, Didas essayait de s'éloigner de la maison. Il la fuyait, comme si les choses familières, jadis précieuses, avaient perdu leur valeur. Lentement, il a essuyé ses pieds à l'entrée, en regardant à l'intérieur. Par la fenêtre, on pouvait voir la pièce principale, à la fois cuisine et salon. Les rideaux ternes pendaient aux fenêtres. En bas, les 2 chambres, la sienne et celle du jeune couple, avaient perdu leur belle apparence. Faible, craintive, malgré sa bonne volonté, Alphonsine ne réussissait pas à donner un sentiment de sécurité et de joie à la maison. Sous sa main, la maison avait perdu son ancienne odeur de cèdre et de propreté. Elle avait perdu sa chaleur. En entrant, Didas a trouvé la table à moitié mise et Fonsine assise sur une chaise. Frêle, les épaules et les hanches étroites, avec ses cheveux tressés, elle avait l'air d'une petite fille. Dès qu'elle a vu son beau-père, elle s'est levée et a commencé à couper le pain. En sentant le regard sévère de Didas, elle est devenue maladroite. Soudain, la mèche et le couteau ont volé sur le plancher. Elle s'est dépêchée de tout ramasser, mais le sang coulait de son doigt entaillé. Elle a voulu lancer le pain aux poules et a dit, en riant nerveusement, « Le pain danse, mon beau-père !» Mais le vieux lui a pris le poignet. « Le pain, ma fille, ça se jette pas même aux poules. On le brûle. » Furieux, Didas a dû se retenir d'en dire plus. Les femmes de la famille Beauchemin, depuis ses tantes, sa mère, ses sœurs, sa femme et même sa fille, Marie-Amanda, mariée à Lodger Aubouchon, à l'île de Grâce, étaient des femmes fortes, aux épaules carrées. Elles aidaient toujours les hommes dans les champs et avaient presque un enfant à chaque année. À présent, la bru, Alphonsine, se plaignait des corvées. « Même pas un petit dans les bras après 3 années de mariage », pensait Didas. « Puis, Amable ?» a-t-il soudain demandé. Alphonsine a sursauté. « Amable? Il se repose sur le canapé en haut. Il est revenu des champs épuisé. » Didas a recommencé à fumer. Amable était du même type. Quand sa mère était vivante, elle protégeait son fils. Mais maintenant qu'ils étaient seulement les 2 hommes, Didas voyait sa faiblesse. Amable Didas, 6e du nom, ne serait jamais un vrai Beauchemin. Les Beauchemins étaient forts de bras comme de cœur, grands chasseurs, gros mangeurs, parfois sans un sou, mais prêts à tout. Lui, Didas, avait honoré sa famille. Les bâtiments neufs et solides, qui les avait construits sinon lui? La culture de sarrasin, qui l'avait ajoutée? C'était encore lui. Il avait été conseiller à la mairie,
Les sacrifices? À eux deux, Mathilde et Didas en avaient fait beaucoup. Ils voulaient conserver l'honneur pour leurs descendants. Didas se demandait qui honorerait le nom des Beauchemin à sa mort. L'inquiétude était difficile à combattre et se transformait en douleur physique, un mal qui lui torturait la jambe droite, de l'orteil au genou. Du côté du fleuve, les canards sauvages criaient. Didas a regardé le fusil, toujours prêt, accroché au plafond. Puis il est allé vers la fenêtre. Seuls quelques oiseaux planaient au-dessus du chenal. La saison de la chasse avance, les canards volent plus haut, ils se méfient. La lumière baissait. Les maisons, au loin, s'effaçaient. Amable et Beaublanc, l'employé, sont entrés en même temps dans la cuisine. C'est ce soir-là que le survenant a cogné à la porte des Beauchemin. Chapitre 3. Avant de s'engager dans le sentier qui conduisait à la maison des Beauchemin, Angelina Desmarais s'est arrêtée en cherchant son souffle. Toute seule, elle trouvait la route longue et le vent frisquet avait rendu sa gorge sensible. Angelina avançait lentement. Une légère déformation, héritage d'une maladie d'enfance, la faisait pencher vers la gauche. Elle boitait doucement. Vigilante et économe, elle portait ses vêtements jusqu'à ce qu'ils soient déchirés et n'employait jamais un sou pour des choses inutiles. Capable sur tout, avait-elle comme réputation. Un mari y trouverait son profit. Ainsi, les jeunes gens des environs s'intéressaient à la jeune femme. Une semaine, c'était un qui s'arrêtait. L'autre semaine, c'était un autre. Ils abordaient gentiment Angelina pour lui demander la faveur d'une rencontre. Mais aucun n'avait été bien reçu. David Desmarais était déçu que sa fille reste célibataire, à l'âge de 30 ans déjà. Il aurait aimé que l'avenir d'Angelina amène un gendre vigoureux et vaillant pour l'aider avec les travaux de la terre. « Angelina, lui reprochait-il doucement, t'es plus méfiante que l'outarde. »« J'ai pas encore trouvé le bon, » répondait-elle. Remplis d'orgueil, ceux qui avaient été rejetés par Angelina se moquaient d'elle. Mais l'infirme passait, sans un regard, pour la bonne raison qu'aucun ne venait toucher son cœur. Pendant qu'elle s'approchait de la maison des Beauchemin, le silence et l'immobilité l'ont surprise. C'était la saison de la chasse. Les quais étaient encore en place, mais les voisins semblaient déjà avoir fermé leur habitation. Anciennement, Marie-Amanda et sa mère Mathilde n'auraient jamais pensé à s'encabaner avant novembre. La bru Alphonsine agissait autrement. Celle-ci s'écoutait, était douce avec son corps. Amable ne lui reprochait pas, il était comme elle. Pour sa part, Angelina n'y réfléchissait pas trop. Elle allait seulement chez les Beauchemin pour y emprunter du fil à coudre. Angelina ne s'était pas trompée. Rien ne bougeait à l'intérieur. Un peu de fumée s'échappait de la cheminée. La jeune femme s'est tournée afin de se protéger d'une bourrasque de vent. Le vent, un vent d'octobre, était sournois. Tantôt, il faisait le mort, comme muet, puis il secouait les arbres comme pour les déraciner. Le coup de vent qui avait surpris Angelina soulevait la poussière de la route, faisait trembler les bateaux sur la rivière. Soudain, les deux portes de la grange se sont ouvertes brusquement, en faisant un bruit d'enfer. En entendant le vacarme, Didas est sorti de la maison, yeux ronds à ses côtés. Étonné de trouver là Angelina, il a dit, joyeux. « Y a du vent ici, hein, ma fille? » « Vous autres, a répondu l'infirme. Vous êtes protégés du fret pour l'automne, apparemment. » Elle est entrée et a voulu dire sa façon de penser à Alphonsine, mais en voyant le survenant, qu'elle ne connaissait pas, elle s'est arrêtée. Après avoir échangé quelques phrases avec les Beauchemin, elle a regardé en silence Alphonsine préparer des tartes. La jeune femme ajoutait constamment de la farine à la pâte et roulait de nouveau.
Angelina pouvait accepter les folles dépenses à l'occasion, mais le moindre gaspillage l'indignait. Une clôture non réparée, trop de beurre sur le pain, ou encore cette farine inutile, tout cela la révoltait. Assis sur un tabouret, l'étranger essayait de passer un gros fil dans le trou d'une aiguille fine. Angelina a soudain eu pitié de cet homme qui faisait un travail de femme, et a timidement demandé « Je peux vous aider ?»« Je vous en prie, survenant, » a répliqué Alphonsine, honteuse. « Donnez-moi ce vêtement. » Mais le survenant n'a même pas répondu. Il a déposé sa chemise sur le tabouret et est allé vers l'évier. Ne trouvant pas sa tasse grossière habituelle, il a ouvert l'armoire et a pris la première tasse qu'il a vue. Alphonsine a levé les yeux et l'a vu boire dans sa tasse. D'un bond, elle s'est levée et est allée vers lui, en cherchant presque à lui arracher la tasse. « Ma tasse! C'est ma tasse que vous avez là! » En souriant, Venant a levé la tasse jusqu'au bout de son bras. La jeune femme pâlissait. « Vous allez la casser! » La tasse n'avait rien d'extraordinaire, mais Alphonsine y accordait une grande valeur émotive. Un soir de fête, à Sorel, elle avait rencontré une ancienne compagne de classe, qui l'avait ignorée, trop occupée à marchander la jolie tasse, avec un vendeur ambulant. Alphonsine, frustrée, avait convaincu le vendeur de lui vendre la tasse convoitée par sa compagne. Devant l'indignation de Fonsine, le survenant lui a redonné la tasse en riant. « Pour bien faire, il faudrait toucher à rien dans cette maison. Le père a son fauteuil, le garçon sa chaise berçante, et voilà que la petite mère a sa tasse. » Le rire de l'étranger a résonné dans les oreilles d'Angelina. Le père Beauchemin, amusé, a fait signe au survenant de le suivre. Aussitôt les deux hommes dehors, Angelina a demandé « C'est qui l'homme ?» Alphonsine a répondu avec indifférence. « C'est juste un survenant. »« Pour quelques jours en passant ?»« Malheureusement non. Il va passer l'hiver ici. » L'infirme a rougi. Elle ne comprenait rien à la joie que cette nouvelle lui apportait. Alphonsine a poursuivi. « Je comprends pas que mon beau-père endure cet homme de la route. Un gars qui veut même pas dire son nom. »« Tu l'aimes pas, Fonsine ?» Alphonsine, confuse, a hésité, puis a dit. « Je le déteste pas, mais c'est plus fort que moi. Les oiseaux de passage qui peuvent repartir n'importe quand, j'ai pas confiance. »« Est-ce qu'il travaille bien ?» a demandé Angelina. « Il y a des jours où il est comme les autres, mais d'autres fois, quand il est en forme, il est aussi fort que 4 hommes. Avant hier... » L'avant-veille, Venant avait mis les pommes de terre dans la grange avec Didas et Amable. Le survenant levait les sacs à bout de bras et les passait agilement au père Didas. Le vieux, les gestes moins vifs, les donnait à Amable. Lui, vert de fatigue, essuyait sur sa manche le sang qui lui coulait du nez. À tout moment, il demandait de l'eau, un outil, ou s'informait de l'heure, simplement pour avoir une pause. Le père Didas le surveillait. Le paresseux! Mais lui-même a dû prendre quelques pauses pour reprendre son souffle. Vers la fin de l'après-midi, il a dit au survenant, avec regret. « On aurait dû travailler ensemble il y a 30 ans. » « 30 ans! J'étais encore au berceau. » Le même soir, alors que les deux Beauchemins étaient épuisés, Venant était sorti et, pour se dégourdir les jambes, il avait marché les 10 kilomètres qui séparaient le chenal du moine de Sorel. « Toute une promenade, » a admis Angelina. « Regarde-le travailler, » a répondu Alphonsine, « si tu veux voir. » Près de la maison, les 3 hommes s'occupaient du bois de chauffage. Amable et Didas sciaient au godendard, mais le père et le fils manquaient de synchronisation. Incapables d'ajuster leurs mouvements, les Beauchemins ne suivaient pas le rythme du survenant, qui coupait les bûches à la hache. Sans que Didas parle, Venant a compris. « Oh là! Donne-moi ta place, Amable. On doit finir le bois avant l'heure du midi. » D'un commun accord, Didas et Venant ont ajusté la scie et ont commencé à travailler de façon synchronisée.
Angelina regardait les deux hommes, soumis à un même rythme. Quand Venant a relevé la tête, Angelina l'a observé. Droit, la tête haute, il avait l'air d'un homme en santé. Ses yeux gris-bleu avaient un reflet de tristesse. Son front étroit était expressif. Sa peau était claire, presque trop blanche pour celle d'un homme. Ses cheveux, rebelles et frisés, d'un roux clair, descendaient dans son cou. Angelina a pensé. C'est comme un feu de forêt. Mécontente de se laisser subjuguer par l'image d'un inconnu, elle a essayé de lui trouver des défauts. Son nez était un peu large, son menton, court, avait une drôle de forme. Mais sa bouche, bien dessinée, d'où le rire s'échappait, sa bouche était belle. Ce grand rire! Elle l'entendait encore. Ce rire provoquait en elle des émotions nouvelles. Angelina ne se reconnaissait plus. Elle sentait le sang battre dans ses tempes, au rythme des mouvements du survenant. En se retournant, elle a vu Alphonsine, le front collé à la fenêtre, qui regardait dans la direction du survenant. Un peu agressivement, Angelina lui a demandé. « Pourquoi tu te plains de lui s'il travaille bien? Il est mal commode? » Alphonsine a hoché la tête, en signe de négation. « Non, il travaille bien pour sa nourriture et son tabac. C'est pas ça. » Mystérieusement, elle est allée d'une fenêtre à l'autre pour vérifier que personne n'écoutait. Puis, elle est revenue toute proche d'Angelina et a parlé à voix basse, de façon inquiète. « Il boit! » Un grand silence a suivi cette déclaration. Les deux femmes étaient perdues dans leurs pensées. Pour Alphonsine, l'alcool était plus qu'une menace, c'était une malédiction. Elle avait entendu parler de cultivateurs qui avaient tellement bu qu'ils avaient perdu leur maison, leur terre, leur famille. Angelina, au contraire, était fâchée contre Alphonsine, qui lui avait révélé un secret qu'elle ne voulait pas connaître. « Tu l'as vu boire? » Alphonsine a recommencé à travailler sur ses tartes, puis elle a répondu. « Pas encore, mais Amable est d'accord avec moi. Il est vif et réactif, il doit boire. » D'un geste brusque, Angelina s'est levée, prête à partir. « Allez, » a ajouté Alphonsine, « tu goûteras à mes tartes. » « Tu sais pourtant que je suis pas folle de tes tartes. » Étonnée, Alphonsine a répondu. « Pourtant, le survenant en mange toujours 2-3 pointes. » Pour ne pas quitter sa voisine sur des paroles sèches, l'infirme s'est reprise. « Je suis contente de voir que vous êtes si avancé dans vos travaux d'automne. » Alphonsine a mis la pâte de côté en souriant. Rapidement, elle est revenue au calme. « On est déjà presque prêt. Pour dire la vérité, depuis son arrivée, le survenant a redonné de l'énergie à mes hommes. » Le regard perdu au loin, elle a énuméré joyeusement les ressources de la maison. « Tout notre hivernement, notre bois, tu le vois là-bas. La fleur de sarrasin, nos pois cuisent en ce moment, nos patates fleurissent, une vraie bénédiction. Notre beurre s'en vient. On a tout ce qu'il nous faut. » Chapitre 4. Le survenant est resté au chenal du moine. Amable et Alphonsine n'étaient pas très gentils avec lui, mais leurs remarques et leur regard de méfiance ne lui faisaient rien. La première fois que le père Didas a parlé de la rareté du travail, Venant a lâché la faux qu'il était en train d'utiliser. Il a avancé en face du chef de famille, ses grands bras bougeant autour de lui comme pour s'ouvrir un chemin. Là, comme l'artisan sait choisir le bon morceau de bois, il a su que l'heure était venue de parler franchement, ou bien de repartir. « Écoutez, le père Beauchemin, vous et vos semblables, ne me prenez pas pour un bandit. Je suis ni un voleur, ni un tueur, et encore moins un tricheur. Partout où je passe, je gagne mon pain et le beurre pour mettre dessus. Je vous ai offert de me garder en échange d'un toit et de nourriture. Si vous n'êtes pas content, dites-le, la route est proche. » Cette façon directe de parler a plu à Didas,
Cependant, il ne voulait pas le montrer. Il a simplement répondu « Reste le temps qu'il faudra ». Ainsi, il faisait partie de la maison. Longtemps, il a examiné la demeure des Beauchemin. Basse, massive, blanche, sous un toit noir avec une pente douce, elle se trouvait sur une toute petite butte. Un peu plus loin se trouvaient des bâtiments. 2 granges neuves construites l'année précédente, énormes et imposantes. La plus avancée portait sur sa porte la date de leur construction, 1908. La demeure ressemblait à une maison qu'il avait vue en rêve autrefois. Une maison près d'une route, près des bois, avec une belle rivière. Il y resterait le temps qu'il faudrait. 1 mois, 2 mois, 6 mois. Insoucieux de l'avenir, il a haussé les épaules et ramassé son outil. Puis, il a continué à travailler. « Arrivez vite, survenant, le repas est prêt !» Comme il s'avançait vers la maison, Alphonsine lui a reproché. « Vous êtes tout le temps en retard pour manger, vous autres. » Alphonsine devenait triste pour un rien. Le plus léger dérangement dans la routine la bouleversait pour le reste de la journée. Elle avait un faible appétit, et cuisiner était comme une punition depuis la mort de sa belle-mère. Didas voulait la viande avec beaucoup d'épices, d'ail et de gros sel, ce qu'Alphonsine détestait. Le pire supplice était toutefois le jugement du survenant. Ah, jamais un mot de reproche et jamais un compliment, mais une manière de repousser l'assiette, comme s'il était un roi. Et cette habitude qu'il avait de l'appeler la petite mère. Le survenant s'est installé sur un banc, a goûté au ragoût, a fait une légère moue et a dit « Je cherche à me rappeler où j'ai mangé du si bon ragoût que j'ai été malade. » Il cherchait. Il repassait place après place. Il cherchait encore dans le vaste monde. Il nommait aux beaux chemins des villes, des pays aux noms étrangers. Ceux-ci y étaient indifférents. Le chenal du moine était suffisant. Il a cherché sans succès. Au bout d'un instant, il a repris. « Est-ce que je vous ai déjà parlé d'un cuisinier que j'ai connu dans un chantier du Maine? Il y avait le secret des crêpes et des galettes de sarrasin comme personne d'autre est capable d'en faire. Elles fondaient dans la bouche. Seulement qu'on ne pouvait pas en parler à table parce qu'il fallait garder le silence. » Alphonsine, vexée, lui a demandé. « C'est là que tu as appris à rien dire sur toi? » Mais la présence du beau-père la gênait. Alors elle s'est tue. Incapable de se taire, le survenant a demandé. « Avez-vous déjà mangé des fèves au lard avec une perdrix au milieu du pot? Ça goûte les amandes, y a rien de meilleur. » Didas l'a arrêté. « Aïe, la perdrix vaut rien du tout. Parle-moi plutôt du canard noir. Ça, au moins, c'est bon pour l'estomac. Mais de la perdrix, pouah! En avez-vous déjà mangé, d'abord? » Ben oui, un chasseur nous en a donné quelques-unes l'été dernier. Fonzine en a fait une soupe. C'était méchant, vraiment mauvais. Le survenant a arrêté de manger pour regarder Alphonsine. « De la soupe à la perdrix? Là, vous avez commis un vrai péché, la petite mère. La perdrix, on la mange avec du chou et des épices, mais jamais en soupe. Ou encore, comme je l'ai mangé en Abitibi. Le cuisinier prenait une perdrix toute ronde, sans les plumes. Il la mettait à cuire dans les cendres. Quand elle était prête, il y avait comme une croûte autour de la chair. » Fonzine, indifférente en apparence, le visage immobile, écoutait le récit. Croyant la faire sourire, le survenant, après avoir mangé 3 fois de viande, a repoussé son assiette et a demandé à tous. « Vous trouvez pas que le ragoût a un goût de cendre? » Le visage de la jeune femme est devenu rouge. La blague n'était pas drôle. Venant s'en rendait compte. Didas s'est levé de table et est sorti. Yeux ronds, toujours prêt, s'est levé pour le suivre. D'un coup de pied, Amable a envoyé le chien dans un coin. « Où est-ce que vous avez eu ce chien-là? » a demandé le survenant. «
Quoi, on te l'a volé? A répliqué Amable, de mauvaise humeur. 2 ans auparavant, Yeux rond, un chien errant aux grands yeux, avait suivi la voiture des Beauchemins jusqu'au chenal. Une oreille arrachée et le corps plein de marques de coups. Il était un bon chien batailleur. Il est trop maigre, avait dit Didas, malgré les protestations d'Amable. On va lui donner une chance de se rétablir. Amable a conclu méchamment. Si tu veux le savoir, c'est un autre survenant. Survenant, survenant, a remarqué Venant. Vous avez toujours ce mot-là à la bouche. Dites-moi ce que vous voulez dire. Amable a hésité. Un survenant, si tu veux le savoir, c'est quelqu'un qui s'arrête à une maison où il n'est pas invité et qui se décide pas à en repartir. Je vois pas de problème avec ça. Dans ce coin de pays-ci, on n'en est pas trop sûr. Le survenant a éclaté de rire et est sorti avec Yeux rond. Amable, en les regardant, a dit à sa femme. Ils vont bien ensemble, tu trouves pas? Mais à l'heure du souper, le survenant a vu Alphonsine ajouter discrètement 2 ou 3 œufs à la pâte à crêpes pour la rendre plus légère. Et le lendemain matin, encore endormie et de mauvaise humeur d'avoir à préparer le déjeuner de 3 hommes, elle a frotté du lard au dos des galettes de sarrasin. Au milieu de l'après-midi, croyant les hommes au champ, elle a sorti un morceau de velours et en a admiré les reflets en rêvassant. Fonzine avait passé quelque temps au couvent, où elle aidait en échange de repas. Les longues soirées au salon à travailler des tissus délicats, à tirer l'aiguille, lui avaient longtemps semblé la plus belle des vies. Parfois, elles sortaient de leur cachette de délicates retailles de satin pâle et de velours, pour le seul plaisir de les revoir et de les toucher. Autrefois, à imaginer les tissus, les épingles et tous les beaux objets qu'elle pourrait faire de ses mains, elle devenait nostalgique. Elle se disait qu'elle était plutôt faite pour porter de beaux vêtements que pour servir les autres. Mais son entrée dans la famille Beauchemin lui avait donné un tel sentiment de sécurité qu'elle s'interdisait de telles pensées. En plus, elle n'avait pas le temps de coudre ainsi, ni l'habileté, et ses doigts étaient trop raides. Perdue dans ses rêveries, Fonzine n'avait pas entendu les pas sur les marches du perron. Venant apporter le bois. Depuis son arrivée, il y en avait toujours, et il était bien coupé. La boîte à bois était toujours pleine. Alphonsine n'a pas eu le temps de ranger la pointe de velours rouge à temps. Il n'a pas dit un mot, mais quelques jours plus tard, alors qu'il entrait dans la cuisine, les pieds sales, il lui a donné quelques herbes aromatiques en disant « Tenez, la petite mère, ce sera bon pour vos petits ouvrages. » Peu habituée à la générosité, Alphonsine a été étonnée. Inconsciemment, elle était flattée. Est-ce que cet étranger parlait au diable pour deviner ce qui se passait dans sa tête? Elle l'aurait pensé si elle n'avait pas vu, un jour, une petite croix noire, bien usée, pendre du manteau du survenant. Chapitre 5. Didas n'essayait plus de s'éloigner de la maison. Tous les soirs, depuis l'arrivée de Venant, la cuisine se remplissait. Une personne après l'autre, ils formaient une vraie communauté. C'est Jacob Salvaille qui s'est invité en premier, avec sa fille Bernadette. Puis, les 3 fils à Défroy sont venus. Bientôt, c'était la maîtresse d'école Rose de Lima Bibot, avec 2 autres demoiselles, qui est arrivée. Et tous les autres du voisinage sont allés à leur tour. Curieux d'entendre ce que le survenant pouvait raconter du monde, ils allaient passer leur soirée chez les Beauchemins. Pour eux,
Sauf quelques navigateurs, le pays n'allait pas plus loin que Sorel, les 2 villages du nord, Yamachiche et Maskinongé, puis le lac Saint-Pierre et la baie de la Vallière et Yamaska, à la limite de leur terre. Sans même attendre l'invitation, ils s'installaient sur un banc ou sur une chaise. Personne n'osait s'asseoir sur le fauteuil du chef de famille ou sur la chaise berçante d'Amable, mais il y avait une dizaine de chaises, droites et basses. Les plus anciennes étaient taillées au couteau. Toutes étaient contre le mur. Joyeux et volontiers causeurs avec les hommes, Venant était distant avec les femmes. La plupart du temps, il les ignorait. Des 4 demoiselles provençales, il ne savait pas qui étaient Catherine, Lisabelle, Marie ou Geneviève. 2 fois dans la même semaine, il avait confondu Bernadette Salvaille, qui avait une réputation de beauté exceptionnelle, et la petite maîtresse d'école que la nature avait rendue laide. Parmi ceux qui étaient souvent chez les Beauchemin, il y avait Joinville, le plus jeune des Provençales. Aussi, Pierre Comte décidait de l'y accompagner quelquefois. Le maire de la paroisse s'assoyait, muet, secret et figé. Au retour, il essayait de modérer l'effet que le survenant avait sur son fils. « Il dit que c'est bien beau plus loin, mais nous, on l'a pas vu. Une personne du chenal irait, il trouverait peut-être pas ça bien beau. » Et comme son fils ne disait rien, il ajoutait « Méfie-toi de lui, c'est un sauvage. » Joinville a répliqué « Mais non, il est blond. » Écoute comment il parle tout bas, puis il sourit jamais. Un sauvage sourit pas, il rit ou bien il a la face neutre. J'ai pas remarqué. Tu l'as donc pas regardé? Il a les yeux égoïstes. À la place de Didas, je le garderais pas. Il a beau être blond. Un soir, Angelina Desmarais s'est jointe à la compagnie. Un teint blanc et une allure négligée la faisaient ressembler à une vieille chandelle rangée dans la commode depuis des années. Ses longs cheveux noirs tombaient de façon négligée sur sa nuque. Seuls ses yeux noirs, vifs, brillants comme des étoiles, semblaient vivants. Elle est arrivée, misérable, si confuse, qu'elle a eu de la difficulté à ouvrir la porte. Amable l'a vue et a dit, en riant, « T'auras pas le garçon de la maison. »« Je le veux pas non plus. Je veux juste rapporter la bobine de fil que j'ai empruntée à Fonzine. » Aussitôt, les garçons ont essayé de la faire rougir. « Est-ce que c'est possible? La belle Angelina est moins farouche maintenant. » C'est vrai qu'elle est belle comme un cœur ce soir. Elle a les joues rouges comme 2 pommes. T'as mis du parfum? Tu sens le géranium à plein nez. D'un signe, Didas leur a fait signe de se taire. Les soirs suivants, elle a continué à venir en inventant des excuses. À la fin, elle faisait partie du décor. De sa démarche asymétrique, elle s'assoyait à la chaise la plus proche du survenant et répondait à peine aux conversations des femmes. Angelina se levait avec le jour et travaillait durement. Elle était orpheline de mère depuis 15 ans et dès ce moment, elle s'était occupée de la maison comme une femme d'expérience. Elle savait naturellement travailler de façon efficace. Sa vie le soir variait seulement selon les saisons. Lors des beaux jours, au printemps et en été, elle regardait couler l'eau de la rivière et les oiseaux passer. Vers la fin de l'automne et à l'hiver, elle se reposait tranquillement, assise, immobile, en priant ou en regardant le feu danser dans le foyer. Même si elle aimait lire, elle ne lisait jamais les jours de semaine, la lecture étant dans son esprit une occupation strictement dominicale. Mais le dimanche après-midi, avec sa belle robe et son tablier blanc, frais lavé, qui sentait encore le grand air et le vent, là, elle pouvait sortir ses livres. En vérité, elle en possédait seulement 2, son missel et un livre qu'elle avait reçu en classe, Geneviève de Brabant. Elle alternait
en lisait un le dimanche et l'autre le dimanche suivant. Même seule, elle lisait à haute voix, afin de mieux s'immerger dans le sujet. L'histoire de la modeste Geneviève, au milieu des loups, dans la forêt, mangeant uniquement des racines, avec son fils Dolore, la faisait pleurer. Quelquefois, son esprit pratique combattait son intérêt pour la poésie. Mais, la plupart du temps, c'est ce dernier qui gagnait. Ce si beau livre, doré sur le côté, était merveilleux. Dans son missel, quelques images saintes marquaient ses pages préférées. Il y avait aussi 5 ou 6 photos de parents éloignés du côté maternel. Angelina ne les connaissait pas. Parfois, par respect pour sa mère, elle les incluait dans ses prières. Elle ouvrait le missel à la première page et lisait aussi bien la messe du samedi matin que la célébration de Noël. Aux passages les plus poétiques, elle s'arrêtait, plus attentive à la musique qu'au sens des mots. Sûrement que Dieu l'appelait. Comment expliquer autrement la force mystique qui l'habitait? Sœur enseignante, elle ne pouvait pas l'être, non. Mais sacristine? Elle, habituée aux durs travaux, s'imaginait très bien entretenir l'Église. Elle se voyait placer l'enfant Jésus dans la crèche de Noël, parfumer la place avec de la cire d'abeille, placer des fleurs sur l'autel. Ces fleurs, au nom latin, étaient certainement envoyées par Dieu. Un jour, elle était allée à l'église pour parler de sa vocation avec le curé de Sainte-Anne. L'abbé Lebrun avait hésité à encourager Angelina. Il la trouvait jeune et faible. Son infirmité serait un problème. Il l'avait encouragée à prier et à attendre quelques années. Son devoir était avant tout d'aider son père, seul et dans le besoin. David Desmarais restait veuf. Au fil du temps, Angelina avait refoulé son rêve et s'était concentrée sur les fleurs. Dès que la terre se réchauffait, au printemps, l'infirme s'agenouillait près des plates-bandes où installait des pots de fleurs. Lobélie, souci de vieux garçon, bégonia, crête de coq et œillet de poète recevaient de ses mains les soins les plus tendres. Ses doigts nus et sensibles se promenaient d'une plante à l'autre, comme si elle avait reçu la mission de les faire grandir. Les fleurs la rendaient heureuse, mais aussi fière. À l'exposition régionale, elle avait déjà gagné des premiers prix. De plus, elle lui rapportait de l'argent. Depuis qu'Angelina avait rencontré le survenant, elle ne restait plus assise, immobile, le soir. Elle regardait par la fenêtre, où elle écoutait le tic-tac de l'horloge dans le silence. Une goutte d'eau tombait parfois de la pompe. David Desmarais, la pipe à la bouche, essayait de lui parler. « Écoute donc, fille, regarde, Cournoyer revient de vendre son poisson à Sorel. » Angelina répondait mécaniquement. « Je sais pas s'il a eu un bon prix. » Les bruits de l'horloge et de la goutte d'eau reprenaient. Angelina s'impatientait. D'un mouvement décidé, elle prenait son manteau et, en quittant la maison, disait à son père « Je reviendrai pas tard. » David Desmarais ne disait rien. Soit il ne comprenait pas le tourment de sa fille, soit il approuvait l'intérêt qu'Angelina portait au survenant. Aux yeux d'Angelina, le survenant était comme le jour et la nuit. L'homme des routes était aussi un bon travailleur, capable d'amour pour la terre. L'être insouciant, sans famille, était aussi un habile artisan de 5 ou 6 métiers. La première fois qu'Angelina avait senti son cœur battre pour lui, elle avait refoulé ses sentiments. De moins en moins chaque jour, cependant. Elle avait fini par accepter son sentiment, comme elle accueillait le temps qui passait, comme une force supérieure à la volonté, contre laquelle elle n'avait pas le choix. Son cœur s'était donc tourné vers l'amour, à la manière d'un tournesol qui cherche le soleil.
Un soir, le survenant a chanté. Je suis gobé d'une petite, c'est une nana, une anamite. Elle est vive, elle est charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma ton kiki, ma ton kiki, ma tonkinoise. Personne n'y comprenait rien, mais le rythme était entraînant. Tous battaient du pied sur le plancher. La grosse main sur le genou, le père Didas a commencé après lui. Quand il a fini, il a dit « Excusez-moi, j'ai pas vu l'heure. » La femme du maire, Laure Provençal, scandalisée, a dit à l'oreille de sa voisine « Pour un veuf, il est pas mal heureux. La pauvre Mathilde, morte et si peu regrettée. » Mais les autres riaient aux éclats. Ils se donnaient de grandes claques sur les cuisses. C'était comme la veille de Noël ou le jour de l'an. Seule Fonzine semblait préoccupée. Après quelques instants, elle est allée consulter Laure Provençal, autant parce qu'elle était femme du maire que parce qu'elle était sa voisine. « Ce serait mal de servir du vin? » Laure Provençal a pincé les lèvres et croisé les bras. Elle adorait le vin. « Je vois pas de mal à ça, ma fille. »« Seulement, » a observé Fonzine, « je n'ai rien à manger, même pas des biscuits. » Bernadette Salvaille a aidé à servir le vin. Alors qu'elle donnait un verre au survenant, elle lui a dit « Je suis certaine, le survenant, que vous jouez du piano. Je vois ça dans vos yeux. »« Sûrement. » Chez Angelina, ils ont un harmonium, mais personne ne joue jamais. Le survenant s'est tourné vers Angelina. « C'est vrai ce qu'elle dit? »« C'est vrai, mais c'est un harmonium très ancien qui n'est pas accordé. On ne l'a pas ouvert depuis la mort de ma mère. »« Il va falloir que j'aille chez vous, alors. » À cette déclaration, Angelina a pensé mourir de joie. Le survenant a tourné le dos aux femmes et a commencé à discuter avec les hommes, laissant sa main sur la table, près d'Angelina. Celle-ci regardait, sans pouvoir tourner les yeux, cette grande main d'homme, puissante, forte, une main qui semblait douce au toucher et en même temps ferme et blonde, une main habile pour les gros comme les petits travaux. Angelina en était sûre. Sous la peau, on pouvait voir les veines. Elles couraient dans tous les sens comme les branches d'un arbre. L'infirme a pensé. Une telle main est une protection pour la femme qui y met la sienne. La lumière de la lampe était vacillante. Devant le poil roux des 5 doigts larges, illuminé par la lumière, elle a pensé que la main du survenant ressemblait à une étoile. La soirée tirait à sa fin. La vieille horloge des Beauchemins a sonné 9 coups. Aussitôt, tout le monde s'est préparé à rentrer chez eux, et venant à commencer à penser aux travaux du lendemain. Il n'y a rien qu'il aimait plus qu'une bonne journée de travail. Après la mort de sa femme, Didas avait délaissé plusieurs choses sur sa terre. Son cœur était centré sur sa peine. En arrivant, le survenant avait vu tout ce qui penchait, tout ce qu'il manquait. Le four à réparer, les vieux bâtiments à rénover, les clôtures à redresser, les piquets à poser, enfin, tout. Au Chenal, plusieurs cultivateurs, sauf Pierre Combe Provençal, commençaient à être jaloux des Beauchemins. Le survenant faisait honneur à la famille. Didas avait même pris sa défense la veille. Un poissonnier de Masca avait demandé en passant. « C'est qui celui à la tête rouge qui travaille comme un fou? » Joinville Provençal avait répondu. « C'est le venant au Beauchemin. » Amable s'était fâché. « Il est pas plus Beauchemin que toi, Provençal. Il est pas Beauchemin du tout, si tu veux le savoir. »
Ouvre-toi les oreilles avant de parler. J'ai pas dit venant beau chemin. J'ai dit le venant au beau chemin. Tu parles trop vite. Le mascoutin avait demandé. Comment il s'appelle alors, amable? On le sait pas. C'est un survenant. Ah, avait répondu l'autre, déçu. C'est juste un grand dieu des routes. Je pensais que c'était un gars envoyé par le diable. Didas s'était rapproché d'eux et avait conclu la conversation. Toi, gros casque de mascotte, passe ton chemin bien vite, ou je vais te renfoncer ta tuque assez profond que tu verras plus le soleil. Et vous autres, riez pas du survenant. Il peut avoir quelques défauts, mais il y a assez de qualité pour s'appeler Beauchemin. Le mascoutin s'était éloigné. Gardez-le, votre grand dieu des routes. Personne ne veut vous le voler. Mais les autres, en retournant au travail, avaient dit. On dirait presque que le père Didas le respecte.